Tantôt, aussi bien dans la présentation de Salmon, de Dominique, Dr Daniela et Mme Bouvet, c'était le problème de résistance. Et Dr Daniela nous a montré qu'en matière de résistance, il y a le virus, il y a le patient, mais il y a aussi les médicaments. Et parmi les facteurs qui font que les patients ne prennent pas, c'est le problème des effets secondaires. Et donc, c'est toujours été un problème. Les médicaments, on le dit toujours, ce ne sont pas des bonbons qu'on donne aux malades, c'est des médicaments qui ont toujours des côté pile, ça marche, côté face, effets secondaires. Donc, depuis 2010, il y a un consensus au niveau international avec tous les acteurs, l'OMS, pour adopter le traitement 2.0. Vraiment, la priorité d'ici 2020, c'est que et les laboratoires, et les programmes, et les pays, et les bailleurs, c'est d'arriver à avoir des médicaments efficaces, abordables, si possible, à une seule prise unique, avec le minimum de toxicité et le minimum d'interaction médicamenteuse. Donc, actuellement, le Tenofovir fait partie, si on veut appliquer ces critères de disponibilité, de toxicité, en tout cas pour le pays, le Tenofovir fait partie des médicaments incontournables parce qu'il peut être pris contre sa demi-vie, son efficacité en prise unique. Et voici les dernières recommandations de l'OMS. Tout le monde connaît. Vous voyez aussi bien, première ligne, adolescents, adultes. En première ligne, les options préférées, c'est Tenofovir et l'AZT. Chez les femmes enceintes, à cause de ce risque, notamment ce n'est pas indiqué, mais en cas de co-infection, aussi bien tuberculose VIH que l'hépatite B et VIH, le Tenofovir est indiqué en première ligne et en première option. En seconde ligne également, quand on veut switcher, quand les patients AZT, DKT vont aller à deuxième ligne, le Tenofovir aussi est indiqué. Et en cas de co-infection, c'est toujours incontournable, aussi bien tuberculose VIH que hépatite VIH. Voici ce qui nous a posé problème récemment, en tout cas ces dernières années, en matière d'effets secondaires. Pendant longtemps, tous les pays ont utilisé en premier choix, en première ligne, la stavudine, notamment le thiomune. Et on s'est rendu compte qu'en matière d'effets secondaires, c'est le grand diable. C'est le diable vraiment en perspective. Pourquoi? Parce que stavudine, on a découvert qu'il donne des lipoatrophies, il donnait des neuropathies périphériques, il donnait aussi des acidoses lactiques, même si dans nos pratiques en Afrique, on n'arrive pas à faire le dosage des acidoses lactiques. Et celui qui se cache derrière, c'est plutôt, bien caché mes petits, c'est l'AZT. Et l'AZT, la problématique AZT, c'est les anémies et la neutropénie. Je pense que notre collègue Yvon de Socorro qui disait qu'après avoir switché les enfants qui étaient sous thiomune junior en AZT, ils commençaient par avoir les anémies. Et l'abacavir également, tout le monde sait maintenant la toxine de l'abacavir qui donne les hypersensibilités et les risques cardiovasculaires. Le Tenofovir qui est là, qui est annoncé, il y a un risque quand même de dysfonction rénale et les problèmes d'ostéoporose. Toujours, si on est toujours à donner aux malades les médicaments les plus faciles à avaler, les moins chers, les moins toxiques, ça ne dépend pas seulement du malade, ça dépend de plusieurs acteurs. Comment se décide ce genre de protocole dans le pays à ressources limitées? Donc il faut faire des arbitrages. Les arbitrages se font souvent au niveau des bailleurs, avec les bailleurs, les décideurs nationaux, les programmes, les ministères, les CNLS et les prescripteurs qui réfléchissent pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire au bon moment dans l'intérêt des malades, surtout, pas seulement dans l'intérêt des malades, dans l'intérêt des malades en association avec les ressources limitées disponibles si on veut offrir ce service à un plus grand nombre de patients. Et tout le monde maintenant est d'accord pour dire qu'il faut arrêter la stavudine. Donc, pourquoi toxicité? Il y a des effets secondaires et puis discuter de monitoring la disponibilité de médicaments moins toxiques. Voici les protocoles les plus utilisés
Et en tout cas, voici l'étude qui a conduit surtout en Afrique à l'arrêt de la stavudine. Je pense que tout le monde la connaît, je ne vais pas insister. C'est vraiment l'apparition à partir de 2 ans de lipodystrophie qui sont irréversibles pratiquement, contrairement aux effets secondaires. Donc maintenant, c'est que quand on prend une stavudine à peu près de 2 ans, on peut avoir des effets secondaires irréversibles. Idem, on a comparé les toxines de ces molécules et on a vu aussi que, évidemment, quand on peut switcher la DKT par la ZT, mais voici à peu près l'évolution, quand les gens sont sous traitement, voici l'évolution des courbes avec l'apparition d'effets secondaires les plus néfastes. Donc on voit que la stavudine, plus on monte, plus les effets secondaires montent, et il y a des risques que ces effets secondaires, par contre, avec la ZT, l'anémie, on peut gérer. Des virapines, on peut tout gérer, ce n'est pas aussi fréquent que ça. Voici un peu les effets secondaires de la stavudine. Tout le monde connaît ces effets secondaires. Tout ce qui est un peu lipo-hypertrophie, les lipoatrophies, les dysmorphies, les troubles lipidiques, qui sont vraiment parfois irréversibles. Hein. Dans nos contextes, c'est difficile que ça revienne en arrière. Même si en Europe, on fait des chirurgies, on fait de l'hyposuction, parfois c'est compliqué. Maintenant, voici la vie des bailleurs. Voici quand on mettait quelqu'un sous AZT 3TC, névirapine, TDF 3TC et favirenz. Voici à peu près en première ligne ce que ça coûte par an. Si vous voulez changer de protocole en deuxième ligne, voici ce que ça coûte. Vous multipliez la première ligne pratiquement fois 3,5 pour avoir le coût de la deuxième ligne. Si vous voulez la troisième ligne, voici à peu près le coût. $3 000 par an pour un patient de troisième ligne. Le coût revient de $3 000. À peu près $465 US par an pour prendre en charge la deuxième ligne et 137 à 167 $ pour un patient de première ligne avec une molécule classique. Ici, bon, c'est pratiquement toujours dans la même perspective, vous montrer à peu près le coût des différents protocoles, le coût d'efficacité. Et c'est vrai qu'on montre maintenant qu'en matière de coût d'efficacité, tenofovir, lamivudine, névirapine et zidovudine, lamivudine sont dans la moyenne. Si on prenait la tenofovir, lamivudine, et favirenz, c'est efficace, mais c'est un peu cher. Ici, c'est juste pour montrer que ce qui est rassurant pour l'utilisation de tenofovir, c'est que parallèlement, entre 2008, un peu en couleur un peu beige, jaune 2009, on voit quand même ce qui est un peu rassurant pour nous dans les pays africains, c'est que les coûts diminuent. Que vous prenez tous les protocoles, AZT, névirapine, 3TC, qui est le Diovir qu'on utilise ici, c'est vrai, ça n'a pas beaucoup bougé, ça ne coûte pas cher. Donc, on a du mal à encore réduire plus ces coûts-là, parce que je pense que les génériqueurs ont fait un effort depuis 3 ans. Mais par contre, quand vous voyez les protocoles avec le tenofovir, ça diminue quand même. Entre 2008 et 2010, il y a quand même une réduction de coûts pour le tenofovir névirapine et ici tenofovir FTC, qui est encore plus cher que le tenofovir lamivudine, ainsi de suite. Mais c'est rassurant. Vu du côté des programmes des bailleurs, les coûts ne continuent pas à diminuer en ce qui concerne tenofovir. Le problème, est-ce que le tenofovir est bien toléré, facile à prescrire, mais on a besoin de données. Et les données, je vais vous les montrer, on les a déjà. Le vrai problème de l'atteinte rénale, parce que la crainte des prescripteurs pour l'utilisation de tenofovir, c'est l'atteinte rénale. Le vrai problème de l'atteinte rénale, les études l'ont montré, ce n'est pas vraiment le tenofovir. C'est que la plupart des patients, avant même, ils ont des dysfonctionnements rénal avant même de prendre tenofovir. Et les études au Nigeria, 38%, en Afrique du Sud, 35%, Zambie, 33%, ici, c'est, je pense, Zimbabwe, 63%. C'est-à-dire qu'avant même la prise des ARV en dehors de tenofovir, on a déjà des problèmes de dysfonctionnement rénal. Et donc, il vaut mieux faire un screening avant de savoir pour mettre, on ne doit pas culpabiliser ou bien imputer l'atteinte rénale chez quelqu'un sur tenofovir parce qu'il pouvait déjà la voir avant d'avoir pris donc c'est important. Et idem, il y a une étude aussi qui a été menée pour trouver la prévalence de l'atteinte chronique au niveau de rein au Burundi. Et là aussi, ils ont pris 3 types de patients, les patients en général, patients sous ARV en dehors de tenofovir et patients sous tenofovir. Et vous voyez,
Quand on prend l'ensemble des patients, on a 30%. Quand on prend uniquement, c'est-à-dire ici 300, c'est les patients ARV, pas ARV, fil active classique. Quand on prend uniquement les patients qui sont sous ARV, on est à 1,5. Quand on prend les patients qui étaient sous tenofovir, 2. Donc ça montre que l'atteinte rénale souvent observée chez les patients, il y a plutôt il y a des atteintes rénales préalables avant même l'arrivée de tenofovir. Et ils ont utilisé ici, comme dans l'étude, les bandelettes urinaires. Donc, on va venir sur les bandelettes urinaires, la clairance, quel examen il faut utiliser. Ici, c'est juste pour montrer les facteurs associés à la protéinurie en année univariée, pour montrer que les patients qui étaient sous ARV, vous voyez à peu près ARV non, vous voyez la tête de 8%, oui, 7%, et il n'y a pas de différence. Au contraire, il y a les gens qui n'étaient pas sous ARV avaient une atteinte plus élevée que les gens qui étaient sous ARV. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que le VIH en fait, c'est le VIH qui est la réelle menace pour le rein, plus que le tenofovir. Donc, si vous avez déjà un tiers des patients qui ont des dysfonctionnements rénaux, avant même la prise, donc la vraie menace, c'est plutôt le virus lui-même qui attaque les reins avant l'utilisation des ARV. Et l'expérience en Afrique, le dernier rapport que tout le monde connaît, l'accès universel, c'est de montrer l'utilisation de tenofovir dans nos pays. Et on a mis deux groupes. Le groupe A, groupe entre guillemets, ressources limitées, pays revenus moyens, intermédiaires, faibles et intermédiaires, et le groupe B, où c'est plutôt les gens américains. Et on voit globalement que dans les pays à ressources limitées, 97% des patients sont en première ligne. Seconde ligne, 2%. Et la troisième ligne, vous voyez, 0,5%. Alors que dans les pays riches, 9% sont en première ligne, 27% en deuxième ligne, et déjà, il y a beaucoup de patients en troisième ligne. Et ici, c'est juste pour montrer la carte qui montre un peu l'adoption, les médicaments utilisés dans les pays ressources faibles et limitées, et notamment essentiellement les protocoles les plus utilisés. On voit ici que tenofovir est plus utilisé en Amérique du Sud, un peu là, l'Amérique latine. En Afrique australe, c'est plutôt en Afrique du Sud. En Afrique de l'Ouest, très peu. On voit que c'est un peu le Ghana. Et puis en Asie. Donc, on utilise encore très peu de tenofovir dans notre région. Ici, c'est pour montrer un peu l'évolution des trois molécules entre 2006 et 2010. Et ici, on montre que la stavidine, on commence par réduire la stavidine depuis 2006. Et c'est le zidovudine dans le Dio-N qui est générique, vendu par remplace progressivement la stavidine. Mais le tenofovir est encore très loin, est très peu utilisé. Et globalement, dans ces pays, à peine 20% des patients utilisent tenofovir pour autres molécules en deuxième ligne. Ici aussi, c'est pour montrer que 30% des patients qui utilisent tenofovir sont plutôt en seconde ligne. Ici, c'est pour montrer l'incidence de dysfonction rénale. Dans l'étude DART qu'a évoqué tout à l'heure Mme Bouvet, ils ont essayé de regarder dans cette étude quelle est l'atteinte rénale en fonction de molécules. Et vous voyez quand l'enquête date, c'est en Afrique, le tenofovir, il y avait 1,7% qui avait une dysfonction rénale. Nevirapine, 1,6%. Abacavir, 1. Nevirapine, toujours dans cette étude-là, 1,3%. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative entre les différentes molécules. Et ici, c'est juste pour montrer que les études menées en Zambie, au Lesotho, au Sénégal, on est autour de 3%, et parfois il n'y a pas de différence quand on compare les protocoles utilisés. Quels sont les facteurs prédictifs qui sont associés à la diminution de la fonction rénale sous tenofovir? Comme je viens de le montrer, c'est vraiment la présence d'une maladie rénale. C'est pour ça que je pense qu'il y a un débat sur les bilans thérapeutiques. C'est pourquoi nous, le programme se bat avec les prescripteurs qu'on puisse faire, en cas de non-urgence sous traitement, qu'on puisse faire chez l'adulte au moins un petit bilan biologique avant de commencer le traitement, au moins d'avoir un baseline
de profil biologique avant de mettre sous traitement pour ne pas imputer, changer de façon intempestive les médicaments alors que l'effet secondaire n'est pas lié aux médicaments. Les sujets âgés, le stade avancé de la maladie, l'utilisation concomitante avec des médicaments néphrotoxiques, et tout le monde sait très bien les médicaments les plus néphrotoxiques en pratique, c'est les ANS. Et en Afrique, tout le monde connaît l'utilisation un peu anarchique des ANS sur le marché, Nyangan-Pobol, Bampoumé, tout ce que vous voyez. Quand les gens ont mal à la tête, il y a de palus, ils vont prendre des ANS au marché, c'est vendu, là, exposé au soleil, dans des conditions. Donc, le vrai problème de l'atteinte rénale, même les néphrologues même vous disent, en dehors des maladies classiques, insuffisance rénale, HTA, l'insuffisance rénale vraiment classique, c'est lié aux ANS. Et puis d'autres inhibiteurs, on a vu que d'autres inhibiteurs de la protéase entraînent les maladies métaboliques, notamment si le malade est hypertendu, il a le diabète. Le petit poids, donc on sait que le petit poids est lié aussi au stade avancé, et le gène codant qui transporte le tenofovir, et l'utilisation des thérapies traditionnelles. Et on sait aussi que cette plante utilisée chez nous dans la médecine traditionnelle bousille les reins. Et je pense que le docteur Kossidien, qui fait l'hémodialyse, avait fait une communication montrant que la plupart des hémodialysés chez nous étaient liés à l'utilisation intempestive des plantes. Donc on ne sait pas la composition, la posologie, et ça constitue notre problème. Juste pour rappeler la pathogénèse, comment agit le tenofovir, c'est essentiellement sur les cellules proximales tubaires et sur les mitochondries. Et la conséquence, c'est vraiment la réduction du transport moléculaire, l'inactivation de l'hydroxylation du 25-Di-H20 cholécalciférol, qui est producteur de métabolites actives de la vitamine D et du calcitriol. Et il entraîne aussi une acidité urinaire et entraîne des apoptoses protéiques. Ici, c'est vraiment l'expérience de nos amis de Côte d'Ivoire qui ont mené cette enquête Temprano. Et cette enquête, ils ont essayé de voir la clairance de la créatine et la phosphorylamine à 12 mois des adultes infectés par le VIH traités par tenofovir notamment. Et ils ont essayé de comparer. Voici les critères d'inclusion. Évidemment, les critères d'inclusion, c'est des cas entre 350 et 8, entre 350 et 8, stade clinique, pas de tuberculose active. Voici les critères de jugement. C'est un essai, pas seulement c'est un essai thérapeutique, mais ils ont fait des analyses décès, événements SIDA, événements non-SIDA, tumeurs, bactéries, et effets indésirables, notamment le grade 3 et 4 de l'OMS. L'effet indésirable 3 et 4, c'est les effets secondaires sévères qui nécessitent de changer le traitement. Le 4, c'est vraiment effet secondaire mortel. Voici ce qu'ils ont étudié comme paramètres biologiques. Voici les caractéristiques de leurs patients. Je ne vais pas tout détailler, à peu près. Les femmes, l'âge médian, les CD4, la charge virale. Voici les protocoles utilisés. TDF, FTC et Favirenz. TDF, FTC, c'est-à-dire tenofovir, FTC, lopinavir. Et voici les patients qui se cotrient. Ils ont essayé de regarder la médiane de la créatinine et la phosphorémie. Et puis, ils ont essayé de voir dans le suivi les bilans manquants, perdu de vue, décès. Globalement, qu'est-ce qui montre dans cet essai Temprano? C'est que quand on regarde à M0, la créatinémie, et à M12, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est vraiment, il n'y a pas de problème. Et quand vous regardez aussi la phosphorémie, qui est inférieure, bon, il y a un ou deux, mais ce n'est pas vraiment beaucoup de changements. Et la conclusion, c'est que l'étude, la créance de la créatinémie est restée stable sous traitement par tenofovir et les hypophosphorémies sévères, inférieures à 0,6 millimoles par litre, sont rares à 12 mois. Et les hypophosphorémies et les baisses de la phosphorémie à 6 et à 12 mois par rapport à l'inclusion n'étaient pas significativement associées à la baisse de la fonction rénale. Et donc, ils ont conclu même l'intérêt du dosage de phosphorémie en dépistage des anomalies tubulaires avec insuffisance rénale reste à confirmer. C'est juste pour dire que avant de commencer le traitement, il vaut mieux savoir si le rein fonctionne ou pas. C'est vraiment le message essentiel. Et que de commencer après dire que la dysfonction rénale est liée au tenofovir. Ici, voici les bilans recommandés par l'OMS dans le cas de suivi.
Bilan pré-thérapeutique recommandé en CD4. Quand il faut qu'on CD4, voici ce qu'il faut. On suit, quand il s'agit de AZT, il faut obligatoirement faire l'hémoglobine. Quand il s'agit de TDF, il faut faire la créatinémie. Quand il s'agit de nevirapine, il faut voir les ALAT. Et quand le patient est sous traitement également, il faut voir l'hémoglobine pour monitorer la AZT, la créance de la créatinémie pour monitorer le tenofovir et les ALAT pour monitorer la tolérance à la nevirapine. Évidemment, je ne vais pas revenir sur l'échec et puis immunologique, ce qui était déjà fait par nos collègues. Et le problème aussi en Afrique, c'est que dans le cadre de santé publique, quel examen pour faire la clairance? Je pense que la plupart des praticiens sont ici, qu'aussi bien au Togo et dans la sous-région. Quand vous allez, les gens n'arrivent pas à faire la clairance. Ils font seulement la créatinémie parce qu'il n'y a même pas de personne dans les salles. Ils ne prennent pas la tension artérielle. Donc c'est difficile. Et je vois, on a vu des études, quand on dit créatinémie élevée, on dit insuffisance rénale. Alors que tout le monde sait très bien, on ne peut pas dire dans une étude, parce qu'on est créatinémie élevée, on dit qu'il y a insuffisance rénale. Il faut vraiment faire la clairance. Et la clairance, il faut la calculer. Et donc, pour vraiment monitorer, il faut qu'on forme les gens pour vraiment calculer la clairance et leur donner le minimum pour pouvoir, une simple personne pour peser les gens, pour pouvoir calculer la clairance. Et le bilan, la prévention des effets secondaires, c'est vraiment le suivi. Pour vraiment prévenir, c'est le suivi. Et on dit tantôt, je pense que aussi bien, quand quelqu'un a une hémoglobine en dessous de 7, ce n'est pas la peine, et de neutrophile inférieur à 1000, ce n'est pas la peine de donner la ZT et du cotrimoxazole. Et tout le monde sait très bien aussi que dans l'effet secondaire, le cotrimoxazole entraîne l'anémie et la neutropénie. Et parfois, on voit les gens changer la ZT et ils laissent le cotri, parce que pour faire l'imputabilité, l'anémie et la neutropénie entre cotri et la ZT, parfois c'est difficile. Et en créatinine avec calcul de la clairance, c'est ça vraiment important en cas de tenofovir. Bandelette urinaire, c'est facile aussi à faire. Et rechercher les interactions médicamenteuses des terrains à risque, notamment un diabétique, HTA, qui est hypertendu, je pense, et qui est PEVH, il faut voir d'abord s'il n'y a pas de problème. Voir si la personne ne prend pas des plantes traditionnelles pour le traiter et essayer de voir si on ne peut pas diminuer la production des plantes. Et également le paludisme aussi, qui a aussi un impact sur le rein. En conclusion, on a besoin de molécules toxiques, moins toxiques, en monodose, pardon, excusez-moi. On a besoin de molécules moins toxiques, en monodose, en prise facile, pour augmenter l'observance et l'efficacité des traitements chez les PEVH. Évidemment, il faut une formation, il faut des convictions, une formation également, et surtout, il faut une disponibilité de l'offre en médicaments et matériel minimal pour, dans le monitoring des patients. On parlait tantôt des personnes, d'arthrose, tensiomètre. Et il faut un paquet minimal de suivi biologique. Ça fait partie des combats. Le professeur David dans la salle, parfois il montre au fond pour dire on ne peut pas faire la médecine sans biologie. Parce que certains bailleurs disent non, ce n'est pas la peine, la biologie ça coûte cher, il faut s'en passer, alors que le VIH est devenu une maladie chronique et il faut vraiment en prendre compte. Merci pour votre aimable attention.